Nous avons avec nous l'honorable ministre fédéral du développement économique et ministre de la région de Montréal, Madame Mélanie Joly. Bon après-midi, Madame Joly. Bonjour, Monsieur Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va bien, je suis contente de vous parler. Ça fait un certain temps. J'avais hâte. Oui, moi j'avais très hâte. J'ai fait des démarches, Madame Joly. Bon, jason. Laissons parler le cœur, n'est-ce pas? Alors, comme ministre fédéral du développement économique et ministre de la région montréalaise, d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes député de Ahuntsic-Cartierville, est-ce que vous êtes d'abord ministre ou d'abord député? Toujours d'abord député. Oui, ça je le savais. Donc, je suis toujours là pour défendre les intérêts des citoyens d'Ahuntsic-Cartierville parce que ce sont eux qui me donnent la légitimité de vous parler comme ministre aujourd'hui. Absolument. Et quand on pose une question comme ça, journaliste, là, on dit, on fait un cadeau à la ministre, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, quelles ont été les démarches de la ministre que vous êtes pour venir en aide aux entreprises de la grande région métropolitaine de Montréal? Mais vous savez, M. Pierre, dès le début de la pandémie, les gens étaient nerveux, bien entendu pour leur santé, mais aussi pour leurs emplois. Et certainement, nos entrepreneurs étaient préoccupés de leur capacité à pouvoir faire en sorte de traverser la crise. Donc, comme gouvernement fédéral, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de mettre en place des mesures d'aide pour aider nos entrepreneurs à traverser la crise, que ce soit avec la fameuse subvention salariale qui permet aux entreprises de maintenir leurs employés en poste, en payant pour leur salaire en grande partie, que ça soit aussi avec l'aide au loyer et aux coûts fixes, ou encore en faisant en sorte de pouvoir être là pour des prêts aux petites entreprises. Donc, de mon côté, j'ai travaillé sur ces mesures-là, mais aussi avec PME Montréal, qui a aidé des milliers d'entrepreneurs partout à travers notre belle île, notre beau territoire, pour être en mesure justement que vous soyez restaurateur ou que vous soyez en charge d'une petite et moyenne entreprise dans le domaine de l'aérospatial ou encore dans le domaine du service, que vous puissiez avoir accès à autant de liquidités que aussi de l'aide directe. Maintenant, j'ai vu une annonce hier relativement au loyer. C'est une mesure qui est reconduite, n'est-ce pas, pour aider les entreprises à payer le loyer, oui, hein? Jusqu'au mois de juin. Donc, ce sont vraiment pour les entreprises très, 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 très affectées, comme nos restaurateurs présentement qui doivent être fermés. Donc, étant donné que, on continue la vaccination, elle va s'accentuer, ça va s'accélérer rapidement. On le voit déjà. Sur l'île de Montréal, les 70 ans et plus sont en mesure de se faire vacciner présentement au moment où on se parle. Même chose pour ceux qui habitent à Laval. Donc, bonne nouvelle. Mais entre-temps, il y a quand même des mesures de distanciation physique qui font en sorte que on doit être là pour... il y a encore des restaurants qui sont fermés. Donc, entre-temps, nous, comme gouvernement fédéral, on aide nos restaurateurs à passer à travers la crise. Maintenant, vous savez vous êtes la ministre qui est concernée par les problématiques de la langue française, surtout au Québec, n'est-ce pas? Et tous les sondages, en fait, on pourrait dire que les feux sont au rouge, n'est-ce pas? Pour dire que le français est menacé. Quelles sont les mesures qui sont prises? J'ai vu toutes les intentions qui sont publiées de votre part, et pour une fois, je dois dire, j'étais tellement, surpris de voir que même à Québec, il n'y avait pas grand commentaire à faire par rapport à ces mesures que vous annoncez, mais comment les faire appliquer, Madame Joly, pour redonner du lustre aux Français? Je pense que, M. Pierre, on part d'un principe de base. Là, on le sait, au Canada, il y a 2 langues officielles, mais la langue française est une langue qui est minoritaire par rapport à l'anglais. Il y a 8 millions de personnes qui parlent le français au Québec et à travers le pays, dans un océan nord-américain de 360 millions d'anglophones. Donc, basé là-dessus, on sait que le français est en recul au Québec et au pays, parce qu'il y a des phénomènes de mondialisation, parce qu'il y a l'émergence de plateformes numériques qui favorisent l'anglais. Donc, dans les circonstances, on doit en faire plus pour protéger le français.
Puis on doit jouer notre rôle, nous, gouvernement fédéral, pour justement s'assurer qu'on puisse continuer à parler le français pendant des générations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît différentes choses, notamment qu'au sein de la fonction publique, nous, on doit faire un meilleur boulot pour assurer que, justement, il y a une qualité de français puis que les gens qui y travaillent puissent parler en français dans le cadre de leur travail, mais on décide d'aller accorder des nouveaux droits ici. Donc, on veut reconnaître que dans certaines entreprises sous juridiction fédérale, ça, je veux dire les banques, les entreprises de télécommunications, qu'il y ait un droit au Québec et dans certaines régions à forte présence francophone au pays de pouvoir travailler en français, de pouvoir non seulement travailler en français, mais aussi d'être servi en français. Alors, finalement, de ne pas être discriminé sur la base qu'on parle que le français. Si vous me permettez, Madame la ministre, pour ceux qui ne le comprennent pas, il y a certaines entreprises qui sont sous juridiction fédérale, comme les radios, exemple, et bien d'autres, les banques, et celles-là n'étaient pas assujetties aux règles, exemple de la loi 101 du Québec. Et là, moi, vous décidez que, avec les nouvelles mesures pour favoriser le français, que ces entreprises-là, même si elles sont sous juridiction fédérale, mais seront assujetties aux règles permettant donc de permettre aux Français de prendre du poil de la bête. C'est ça, exactement. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir vraiment un respect des droits, que aussi il n'y ait pas de différence si on est dans une entreprise fédérale ou une entreprise de juridiction provinciale. Bref, au final, là, pour ceux qui nous écoutent, que si on parle français, qu'on soit capable de travailler dans notre milieu de travail en français, partout à travers le Québec. C'est ça l'idée. Et puis aussi, si on va dans une entreprise et puis qu'on veut avoir un service en français, ben qu'on y ait droit. Donc, c'est ça l'objectif. C'est la première fois que le gouvernement fédéral, on reconnaît ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est le temps, maintenant, que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités puis fasse sa part. Parce que depuis trop longtemps, le gouvernement fédéral, particulièrement au Québec, est vu pas nécessairement comme un allié de la langue française, et ça doit changer, et ça, c'est la nouvelle vision de notre gouvernement. Et là, on n'a pas vu de guerre de drapeaux, et pour une fois, là, on était très fiers de voir comment les deux parties s'entendaient, donc on sait qu'il y a toujours, et ça me permet de poser justement les deux visions qui partagent enfin les intérêts au Canada, c'est la vision multiculturaliste, puis il y a eu la vision fédéraliste et la vision nationaliste. Dans ce contexte-là, lorsque vous êtes québécoise et que vous êtes ministre occupant cette position-là, comment vous vivez cette dualité-là? Exemple, on parle d'un mois de l'histoire des Noirs. Je sais que vous devez célébrer ou vous en avez célébré, vous l'avez déjà. Comment vous voyez ça? Comment vous faites pour vous partager entre ces deux visions? Ben, pour moi, le Canada est composé de... Il y a trois piliers identitaires au Canada. C'est la vision de notre parti, c'est la vision aussi de façon générale du gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'il y a deux langues officielles. Puis, on doit en faire plus pour protéger le français qui est menacé. Ça, je viens d'en parler. Le deuxième pilier, c'est qu'il y a une charte des droits et libertés qui prévoit qu'on doit protéger nos minorités. Et puis, en ce sens-là, on doit faire la promotion non seulement des différentes voix au Canada de la diversité, mais aussi on doit dénoncer toute forme de racisme systémique. Et le troisième pilier de cette identité-là, c'est la réconciliation avec les peuples autochtones, qui malheureusement a pris trop de temps dans notre histoire à arriver, mais on est rendu là maintenant au pays. Donc, basé là-dessus, dans cette vision-là, on reconnaît que, en particulier le mois de février et le mois de l'histoire des Noirs, mais entre vous et moi et tous ceux qui nous écoutent, mon cher Monsieur Pierre, on doit être en mesure de célébrer la contribution des communautés noires, pas juste au mois de février, mais tout au long de l'année. Merci. Ceci dit, ce qu'on a fait, particulièrement à Unité Quartier-Ville, c'est qu'on a décidé de reconnaître environ 10 personnes qui sont issues des communautés noires et qui font partie des beaux modèles qu'on veut célébrer au sein de la communauté et qu'on veut faire connaître un peu plus. Que ce soit, par exemple, Marie-France Métilas, qui vient d'ouvrir le restaurant Bouillon de saveur sur Fleury,
qui est un restaurant haïtien, que ce soit Jean-Yves Sylvestre, qui travaille auprès de nos jeunes, au Collège Antique, ou encore Richard Birocco, qui est directeur général d'Entre-Maisons, qui travaille au sein des HLM d'Antique-Cartierville. Mais ce sont tous des beaux modèles de personnes qui inspirent vraiment la fierté, la confiance et qui sont en mesure de bien refléter l'extraordinaire talent qu'on retrouve au sein de la communauté. Et donc, cette année, ce sont ces 10 personnes-là que l'on célèbre. Madame Joly, j'ai lancé des invitations sur Facebook qu'on nous écoute et je suis absolument convaincu, beaucoup de mes compatriotes haïtiens qui sont à l'écoute et qui s'attendent à ce que je vous pose la question relativement à la crise haïtienne, la position du Canada dans cette crise-là. C'est vraiment pas facile à démêler, à comprendre. Probablement que vous avez entendu des Haïtiens dire pour, d'autres dire contre, etc. Mais il reste et il demeure que la situation en Haïti est une drôle de situation où effectivement vous avez des gens qui sont des corrompus, qui sont au pouvoir et qui permettent à des bandits de faire des exactions. Vous le voyez et à tous les jours, vous en entendez parler. Vous avez des gens qui viennent ici déposer des montants et acheter des biens meubles ou immeubles, n'est-ce pas, avec des fortunes. Comment le Canada, un pays qui a fait toutes ces enquêtes, dont l'enquête Charbonneau, qui combat la corruption comme elle peut combattre la corruption, comment est-ce que le Canada peut admettre, tolérer qu'il y ait cette situation-là, que le Canada semble même supporter Jovenel Moïse comme président? Ben, écoutez, j'ai vu la nouvelle concernant notamment l'achat des immeubles, comme vous le mentionnez, puis c'est sûr que personnellement, je trouve que c'est une situation qui m'apparaît choquante, extrêmement préoccupante. Puis j'entends la frustration de la part de la communauté, et pas juste de la communauté, je vous dirais de la population de façon générale, parce que notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est encore et toujours contrer la corruption. Au Québec, au Canada, on n'a pas de tolérance pour cette question-là. Et puis, je comprends qu'il y a des enquêtes en cours, mais sachez aussi que le gouvernement fédéral, on a mis en place une loi qui s'appelle la loi Magnitsky, qui permet le gel de certains immeubles ou certains biens importants lorsqu'il y a des allégations de corruption. Donc, je pense que c'est l'approche que l'on prend. Ça me fait plaisir de continuer à avoir des conversations avec les membres de la communauté sur la question. Et puis, par rapport au pouvoir en Haïti, il semble que le Canada supporte le président Jovenel Moïse, malgré toutes ces dénonciations-là. Mais, vous savez, le gouvernement canadien, nous, on est très préoccupés surtout par le niveau alarmant de pauvreté en Haïti. C'est pour ça qu'on collabore avec les organisations sur place qui sont dans le domaine de l'aide internationale. Donc, on n'aide pas le gouvernement ici en soi. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe par l'ONU pour s'occuper du peuple haïtien directement. C'est ça notre préoccupation. C'est pour ça qu'on envoie des sommes à des organisations qui sont crédibles et qui sont transparentes, qui nous font une bonne reddition de comptes, parce que c'est ça le plus important. Et c'est ça présentement ma préoccupation. Sinon, je vous dirais aussi que la préoccupation du gouvernement canadien présentement, c'est aider les Haïtiens ici et aider la communauté ici, parce qu'on sait que la communauté a été particulièrement affectée par la pandémie, parce que trop souvent les personnes qui sont tombées malades de la COVID étaient des personnes ici qui travaillaient au sein du milieu de la santé. Et ces personnes-là, dans le fond, étaient très, très souvent aussi issues des communautés racisées. Donc, en ce sens-là, c'est vraiment notre priorité. Donc, pour votre priorité, c'est d'abord les Haïtiens et pas un gouvernement. C'est-à-dire, si les Haïtiens décident de se donner un changement, vous allez accompagner le peuple haïtien dans ce changement-là. Mais notre préoccupation, comme je vous disais, c'est d'être là pour aider le peuple haïtien qui fait face à des immenses défis de pauvreté, de scolarisation, d'être en mesure de se prendre en main. C'est pour ça que l'argent qu'on envoie, nous, gouvernement fédéral, c'est toujours via les organisations liées aux Nations Unies ou sur le terrain.
c'est ça notre objectif, c'est que les gens puissent avoir un toit, puis ils puissent se nourrir, puis ce sera toujours ça notre objectif. Honorable Mélanie Joly, j'espère que la COVID va nous laisser tranquille, qu'elle s'en ira très loin de nous et qu'on pourra avoir une longue conversation ici en studio. J'ai un très beau studio, ça me fait plaisir, M. Pierre, d'y aller. J'ai très hâte de pouvoir vous revoir, rencontrer tout le monde. Absolument. Mais, pour tous ceux qui nous écoutent présentement, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre santé est bonne et que celle de vos proches est bonne. Et si vous avez 70 ans et plus, j'espère que vous êtes en train de prendre votre rendez-vous pour aller vous faire vacciner, parce que c'est important qu'on puisse vacciner tout le monde pour justement endiguer la pandémie. Et c'est la chose à faire, même si on n'est pas d'accord avec le passeport vaccinal, mais il faut se faire vacciner. Exactement, c'est important. Merci beaucoup, honorable ministre du Développement économique, ministre responsable de la région de Montréal et député d'Arronti-Cartierville. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, au plaisir. Merci, au revoir, bye bye.